Chers amis internautes, bonjour, bonsoir, que la paix soit avec vous, mes amis. Du pain et des jeux, du latin évidemment panen et circenses. Excusez-moi de l'accent, c'est du latin. Donc littéralement, pain et jeu du cirque. Allez, là on est en plein dedans. Allez la France, on va gagner. Allez les Bleus, on est les meilleurs, on va leur foutre dans le cul. Alors le problème des couleurs, parce qu'allez les bleus, le problème dans les couleurs, c'est que ça prête souvent à confusion. Allez les bleus ne veut pas dire forcément, ça ne s'adresse pas aux hommes bleus. Sinon il n'y en aurait pas. Et ni d'ailleurs au pays des Schtroumpfs, ni chez les avatars. Non, 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 non. Il s'agit en fait des joueurs de l'équipe de France de football, les bleus, on les appelle. Alors beaucoup d'équipes sont bleues, c'est pour ça qu'on confond un peu quand même. Et puis alors évidemment pas forcément bleus parce qu'ils viennent d'arriver. Vous savez que dans l'armée quand on vient d'arriver, ah les bleus, non non, ça n'a rien à voir. Ni les flics, c'est pas parce que tiens là les bleus. Non non non, les bleus il s'agit de footballeurs, d'ailleurs qui pour la plupart sont noirs. D'ailleurs c'est ça qui est dans l'équipe de France. Ouais. Ou plutôt de type afro, de type nègre. Pour encore quelques jours, donc c'est le retour à la France black, blanc, beurre de 98. On s'en souvient tous. Enfin là, elle est quand même très très black quand même. Sur 23 joueurs, il y en a 17 d'origine africaine. C'est un concept comme l'autre. Bon, on imagine mal en même temps, c'est vrai, une équipe de Corée du Sud avec 3 Asiatiques sur 20. Mais bon, pourquoi pas, hein? Ou une équipe du Cameroun avec 20 blondinets. Non, a priori non, mais pourquoi pas, encore une fois, c'est le fruit d'une histoire un peu compliquée, certes, mêlant les notions d'empire, de colonisation, d'esclavage. Résultat, en tout cas, on va dire que l'actuelle équipe de France pourrait tout à fait jouer la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Mais soyons positifs, ayons un regard positif. Il y a d'innombrables, d'ailleurs, retombées favorables au succès de cette équipe de France, parmi lesquelles le retour à la bonne humeur. Les gens partout, ça klaxonne. On a gagné, on a gagné, on a gagné. C'était incroyable. À un moment, on n'y croyait plus, mais c'était génial. On est trop contents, on est trop contents. Alors c'est sûr que le truc est bien monté parce qu'à notre niveau, au niveau de la populace, au niveau des descendants, au niveau de la merdasse, on n'a pas gagné grand-chose en fait. Ah non, on n'a même rien gagné. Non, non, je dois dire que le soir de ce match, de cette victoire, le gaz a augmenté de 7,45%. La fin du match, c'est ce qu'on a gagné en fait. Merde, dans ton cul, mais bon, en même temps, c'est vrai aussi qu'on a quand même gagné une petite sensation de bien-être, le temps d'un match, puis de se sentir utile derrière son écran, à gueuler comme un âne. On a gagné! On a gagné! On est trop contents, on est trop contents! Ça fait du bien. C'est vrai qu'on se sent moins seul, on se sent un petit peu, l'espace de quelques minutes, on se sent même un peu utile, on a l'impression de participer, d'avoir marqué ce but avec le joueur, on est là, on est avec lui, on est sur le terrain, tu fermes les yeux, tu es sur le gazon, tu as les yeux mouillés, tu es là, bon, puis là tu te fais réveiller par la publicité évidemment, ça te donne faim, et là tu vas chercher le saucisson et la binouse, puis on attend la deuxième mi-temps. Personnellement, j'ai doublement vibré pour ce match historique contre l'Argentine, match que je n'ai pas vu d'ailleurs. Je dis j'ai vibré, mais après, en fait, en lisant, j'ai pas vu le match. J'avais pas le temps, puis surtout j'étais en tournée dans le Dijonais. Ouais. Puis après, je vais partir à Perpignan. Enfin bon, bref, ouais, chez mon copain Cacahuète là-bas, mais je vais vous en parler. Je disais doublement touché par cette victoire de l'équipe de France contre l'Argentine. Eh bien, c'est parce que, évidemment, l'homme du match, c'est Kylian Mbappé. Ouais, et que Kylian Mbappé est camerounais. Ouais, un homme de la forêt comme moi, la forêt de Tamba. Donc, la dernière merveille du foot français est un bantou. Donc, automatiquement, on a tendance à s'identifier. Quand je le vois, Kylian courir comme ça, vite en plus, je me dis, tiens, qu'est-ce qui se passe? Il est en danger. Non, c'est vrai qu'il court très très vite. Mais je le vois, je vois ma forêt, je suis chez moi, quoi, je suis dans mon jardin, quoi. Enfin bon, j'espère d'ailleurs qu'il jouera un jour pour l'équipe nationale du Cameroun. La prochaine fois qu'il y a, en tout cas, ah oui, tu me diras quand l'Afrique, quand le Cameroun aura les moyens. Parce que c'est vrai qu'au Cameroun,
même en équipe nationale, il faut quand même amener tes godasses et puis un casse-croûte. Hein. Donc, parce que le problème, on avait donné l'argent, les gens sont partis avec. Donc, si j'étais élu président du Cameroun au mois d'octobre, ce qui devrait arriver normalement, hein, parce qu'il faut un peu d'espoir, je ferai une demande officielle pour que Kylian ramène ses pompes et un casse-dalle et vienne jouer un peu pour le Cameroun. Nous avons besoin au Cameroun de figures de talent emblématiques comme lui pour redonner confiance et espoir en une jeunesse dont le salaire, je vous le rappelle, tourne autour de 35 euros. Et avec Internet, ils sont encore de plus en plus nombreux, cette jeunesse, à comprendre d'où vient le problème. Hein, et comment ça va se passer. Donc pour ça que... Mais encore une fois, souvenez-vous, comme je vous le disais, que 2019 sera une année charnière pour l'Afrique. Vous êtes d'ailleurs invité à Ikoudendi, hein, venez visiter ma forêt. Je suis chef de village traditionnel, hein, chef de tribu, donc vous pouvez venir chez moi, vous êtes invité. Mais monsieur, comment ça se passe? Bravo Kylian, bravo N'Golo, bravo Djibril et Nabil, et vive la France. Hein. Pays merveilleux, plein de surprises. Perso, la France, je l'arpente tous les jours en ce moment. Ah oui, de long et en large, et oui, à cause de ma tournée. Bonjour, vous êtes bien sur FPP 106.3 avec Jean-Marie Brome, sociologue, philosophe. Alors je ne sais plus ce que tu préfères, qu'on dise philosophe ou sociologue. Hein, penseur peut-être. Penseur de notre temps. Donc Jean-Marie qui vient de sortir un livre il n'y a pas très longtemps. Ton dernier bouquin qui est coécrit avec Marc Perelman, qui s'appelle Le football, une peste émotionnelle. Marc Perelman et moi, nous nous référons tout à fait à l'école de Francfort et particulièrement à l'ouvrage de Wilhelm Reich, 1933, hein, c'est-à-dire au moment même de la prise de pouvoir par Hitler. Wilhelm Reich, qui était freudo-marxiste, écrit un ouvrage qui s'appelle Psychologie de masse du fascisme, où il explique que le fascisme, ce n'est pas simplement une structure de l'appareil d'État, ni la mobilisation de milices anti-ouvrières, ni même simplement l'antisémitisme bestial, etc. C'est d'abord une psychologie de masse, c'est-à-dire une peste émotionnelle, c'est-à-dire du point de vue de la mentalité, essentiellement reposant sur la répression sexuelle, un mysticisme religieux vague, une identification à des chefs, à des idoles, l'idolâtrie, les vedettes, les stars, etc. Là, en l'occurrence, c'est les stars. Et puis surtout un culte démesuré de la force physique, de la violence physique, la suprématie raciale ou sexiste. Bref, tout ce qui fait que le fascisme n'est pas simplement de l'ordre du concept, de l'idée, de l'intellectualisme, mais d'abord de l'ordre de l'émotion, de l'irrationnel, du fantasmatique, du glauque, si je puis dire, du viscéral. Bon. Les gens, on le voit bien aujourd'hui dans l'actualité, les gens sont fascistes ou racistes viscéralement, c'est pas simplement des idées. Et donc, Reich expliquait à l'époque qu'on ne peut pas simplement convaincre par des arguments rationnels qu'il faut combattre le fascisme aussi là où il prend naissance, c'est-à-dire dans la peste émotionnelle. Voilà. Et le football, précisément, est aussi de cet ordre-là irrationnel. Et ce que nous avons constaté, Marc Perelman et moi je le savais depuis très longtemps, depuis 1978, la Coupe du Monde de football en Argentine, tout un peuple sous la dictature acclame ses bourreaux. C'est quand même étonnant, ça. C'est exactement ce qui s'est passé avec l'Allemagne nazie. Hein. Donc, ce que nous avons constaté en 1998, c'est que les intellectuels français et l'immense majorité de la population française s'est identifiée à cette fameuse équipe black, blanc, beurre, les tricolores, les bleus, dans une espèce de délire nationaliste, chauvin, xénophobe, absolument hallucinant. Donc cette vague bleue déferlante qu'on a osé comparer à la libération de Paris, je trouve ça assez grotesque et même scandaleux, ça nous a frappé, on s'est dit pourquoi une population entière déprimée par, disons 15 ans de crise, délocalisation et de précarité, etc., pourquoi une population s'identifie-t-elle soudainement à des mercenaires qui sont payés 200 fois le SMIC. Voilà. Bonjour à tous. L'équipe de France de football qui participe à la Coupe du Monde de football semble présenter un visage bien métissé, ce qui étonne beaucoup à l'étranger. Ni la Grande-Bretagne, ni les Pays-Bas, ni le Portugal n'alignent en effet sur le terrain autant de joueurs de couleur.
Mais cette surreprésentation de joueurs de couleur noire ne cacherait-elle pas une autre réalité qui serait moins noble pour nos dirigeants politiques? Par exemple, en 1998, l'équipe de France avait été saluée après sa victoire comme le symbole d'un pays qui aurait réussi à intégrer les minorités du pays. Lors de cette victoire de 1998, on nous montrait la réussite inespérée où cette alliance black-blanc-beurre créait les conditions d'une France qui gagne. Mais de quelle France parlons-nous? Celle des populations immigrées qu'on entasse dans des banlieues qui deviennent de plus en plus insalubres à cause de l'incompétence d'un gouvernement qui, ne voulant pas investir dans ces banlieues, y délègue des associations pour qu'elles encadrent une jeunesse en mal de vivre, au milieu d'une société qui a délaissé le tissu social pour privilégier à travers certaines de ces associations des activités sportives qui ne répondent pas aux vraies aspirations d'une jeunesse qui recherche un simple travail et non un ballon de foot. Cette surreprésentation de joueurs de couleur dans cette équipe de France semble en fait cacher cette réalité quotidienne dont seraient confrontées toutes les minorités du pays. Discriminés de toutes parts, beaucoup de ces jeunes issus de l'immigration finissent, du moins une partie de ces jeunes, finissent par plonger dans la délinquance et les activités liées à la drogue. Et pendant que ces jeunes discriminés se promènent de prison en prison, nos médias accentuent les reportages sur le mal-vivre et la violence dans les banlieues qu'on impute, bien entendu, à ces mêmes jeunes issus de l'immigration. Les problèmes liés à l'immigration ont souvent été exploités par nos politiques pour mieux occulter les vrais problèmes sociaux du pays. En évoquant régulièrement ce problème lié à l'immigration, on ne parle plus du chômage, de la crise économique, des délocalisations et surtout de la privatisation de nos entreprises publiques. Le racisme d'antan que subissaient les immigrés s'est progressivement transformé au fil des années au gré des attentats de Daesh en islamophobie, qui est une autre expression de la xénophobie régnante. Aux yeux du monde, la France est censée représenter la patrie des droits de l'homme. Or, au vu de la montée de ce racisme ambiant véhiculé subtilement par nos médias exploités par nos politiques, on comprend beaucoup mieux pourquoi la Fédération française de football recrute à tout va des joueurs de foot d'origine étrangère. Bien qu'une majorité de Noirs qui joueraient dans cette équipe serait antillaise. On cacherait ainsi une réalité dérangeante pour nous faire croire que les étrangers, surtout ceux qui sont ici de la minorité de l'immigration, qui, comme vous le savez, sont français puisqu'ils sont nés en France, on voudrait nous cacher une réalité dérangeante pour nous faire croire que cette génération issue de l'immigration, ces étrangers qui vivent en France, seraient très bien intégrés dans le tissu social français. Ce qui n'est pas vraiment le cas quand on voit les émeutes de 2005 qui avaient embrasé les banlieues. En 2006, l'équipe de France était en majorité black, avec quelques blancs et 2 ou 3 arabes. À l'époque, on comptait sur le terrain jusqu'à 8 joueurs de couleur sur 11. Un an après les émeutes de 2005, qui avaient montré au monde entier le résultat d'une politique discriminatoire qui était menée contre les minorités, il fallait à tout prix redorer le blason national en intégrant au sein de l'équipe nationale de football le visage d'une intégration réussie. Et ainsi, on faisait croire à l'opinion mondiale que les populations issues de l'immigration africaine et maghrébine avaient aussi leur intégration, avaient réussi leur intégration dans la société et qu'ils pouvaient gravir assez facilement l'échelle sociale dans le pays. Et j'avoue être pour ces gens, être joueur de football, au lieu d'être cadre dans une entreprise, est une belle réussite d'intégration. Bon là, vous avez compris, j'ironise un petit peu. Mais l'opinion mondiale avait bien remarqué que la proportion en termes de couleur était rigoureusement inverse parmi les 62 millions de personnes que compte la population française. Ce qui sous-entendrait que cette surreprésentation de blacks dans l'équipe de France ne serait pas destinée à représenter la population française de souche, mais plutôt à cacher le facteur xénophobe qui ferait la particularité d'une partie de celle-ci. Tous ces blacks dans l'équipe de France est un peu dérangeante dans le sens où elle nous donne l'illusion d'une intégration réussie. C'est une carte postale destinée à tromper l'opinion mondiale. Cette volonté de vouloir intégrer à tout prix au sein de l'équipe de football des Blackbirds sera en fait une politique stratégique développée par nos élites afin de mieux cacher au monde que l'intégration d'une partie de ces minorités n'a pas vraiment réussi, mais au contraire aurait complètement échoué à cause d'un réseau médiatique et d'une classe politique qui ont fait de l'immigration un facteur électoral qu'on remue à chaque élection pour ne pas devoir débattre sur les vrais problèmes sociaux du pays. L'oligarchie régnante n'a jamais accepté l'intégration d'une population musulmane sur son sol. On stigmatise cette communauté en nous montrant les violences quotidiennes qu'on retrouve dans ces banlieues. Et nos médias exploitent tous ces faits d'actualité pour ensuite induire dans l'esprit de l'opinion le fait que ce sont ces populations qui ne veulent pas s'intégrer dans le tissu social français. Sachant que l'immigration était une main-d'œuvre bon marché, amenée en France par un patronat qui espérait ainsi tirer les salaires vers le bas,
On comprend beaucoup mieux pourquoi, aux yeux de l'élite dirigeante, l'immigré de service devait nécessairement être amené à n'exercer que des travaux manuels qui ne requéraient pas de compétences et de connaissances particulières. Comme ces immigrés ont eu des enfants, nos élites ne souhaitaient pas que ces enfants issus de l'immigration réussissent aussi dans le domaine des études, de peur de se retrouver en face d'une génération d'intellectuels qui pourraient occuper des postes de plus en plus élevés dans l'échelle sociale de notre société. À l'origine, l'immigration devait travailler temporairement puis retourner dans son pays, dans ses pays. Il faut croire que certaines élites qui n'avaient pas accepté la politique du regroupement familial auront tout fait pour empêcher que cette jeunesse qui va naître en France, bien entendu, ne puisse s'intégrer dans le tissu social du pays. La religion musulmane dont serait issue toute cette génération était un facteur déterminant qui avait poussé cette élite française à refuser son intégration parmi la population de souche française. Comme les dernières générations issues de l'immigration commençaient à s'intégrer on ne peut mieux que leurs parents de deuxième génération, nos élites ont trouvé à travers les attaques terroristes de Daesh une bonne manière de stigmatiser encore plus la communauté musulmane à travers sa religion. Ce qui, comme vous vous en doutez, déclenchera auprès d'une certaine partie de cette jeunesse musulmane issue de l'immigration une radicalisation qui ne faisait que réagir à l'attitude de nos médias qui, exagérant la situation sécuritaire, induisait dans l'esprit de l'opinion une peur qui va se concrétiser sur le terrain par une remontée de la xénophobie, qui, comme vous le savez, s'est transformée aujourd'hui en islamophobie. C'est exactement la même chose. Sauf que l'islamophobie, c'est une des multiples expressions de la xénophobie. Et les jeunes issus de l'immigration qui regardent les reportages télévisés qui dénoncent le radicalisme islamique ne voient pas le contenu du reportage comme un simple fait de société, mais comme l'une des multiples expressions d'un colonialisme qui avait jadis occupé les 3/4 de l'Afrique. En stigmatisant encore plus cette population immigrée musulmane, on la poussera à se refermer sur elle-même, ce qui bien entendu permettra à nos élites politiques de nous dire qu'elle ne veut pas s'intégrer dans le tissu social français. Et n'occultons pas non plus de cette stratégie l'influence du lobbying juif qui, à travers certains médias, accentue cette stigmatisation afin de faire accepter par l'opinion française le fait que cette immigration musulmane est devenue un danger pour le pays. Les intellectuels et philosophes juifs qui ont intégré dans leur logiciel le concept de ce sionisme, bon, sionisme c'est un mouvement nationaliste qui roule en faveur de la création de l'État d'Israël. Donc ces intellectuels et philosophes juifs qui ont intégré dans leur logiciel ce concept du sionisme juif n'ont aucun intérêt à voir des populations immigrées musulmanes obtenir des postes clés dans les pays où ils vivent, car cela nuirait au soutien qu'Israël reçoit de tous ces pays européens. Donc pour ne pas en arriver à ce stade, le lobbying juif continuera de nous présenter le visage d'une immigration qui refuse de s'intégrer dans le tissu social du pays. Certaines personnes refuseront bien entendu l'explication selon laquelle la surreprésentation des joueurs de couleur dans l'équipe française de football aurait en fait la même origine que celle qu'on observe chez les champions éthiopiens, kenyans ou marocains dans les courses de fond en athlétisme. Les aptitudes physiques d'origine africaine que développe un mode de vie spécifique seraient particulièrement performantes dans ce genre de sport. On sait entre autres que des agents recruteurs arpentent l'Afrique à la recherche de gamins virtuoses, aux pieds nus, dans la poussière de la terrette rouge. Par immigration choisie, elles sont enlevées de leur plein gré à leur pays d'origine et intégrées à des clubs qui misent sur eux à terme, même s'il existe une marge d'échec inévitable. Mais pour ce qui est du recrutement de joueurs dans nos banlieues, il existe une autre explication. Baignant dans un milieu sous-développé culturellement, les gosses des cités ont une prédilection pour le football qui est leur passe-temps favori. La promotion médiatique incessante de ce sport tendrait d'ailleurs à leur faire croire qu'à défaut d'être un ascenseur social, il pourrait faire office de nacelle. Les meilleurs rêvent alors d'y monter, même s'il y a peu d'élus, et elle resterait pour eux la seule voie d'accès à la réussite sociale et financière. Donc à défaut de ne pas pouvoir monter l'échelle sociale, ces jeunes essaieraient d'y accéder par le vecteur du sport. Donc là maintenant vous comprenez pourquoi on nous met autant de blacks dans cette équipe de France, c'est pour cacher cette réalité, puisque si beaucoup de ces jeunes essayent de réussir de monter l'échelle sociale en intégrant le football, c'est qu'ailleurs ils ne peuvent pas. Pourquoi ils ne peuvent pas? Parce qu'il y a une discrimination raciale qui s'est accentuée depuis quelques années, vous le savez, surtout depuis les attentats contre Charlie Hebdo, puis par la suite contre le Bataclan, qui a fait monter la cocotte minute, j'allais dire, qui a fait monter la tension et a transformé le pays en véritable vecteur de l'islamophobie.
Bien entendu, cette islamophobie est entretenue par nos médias hein, et exploitée par nos hommes politiques, hein, ce qui leur permet de ne pas débattre des vrais problèmes sociaux du pays. Et c'est surtout pour cacher leur incompétence à gouverner, hein, puisque comme vous le savez, ce sont les oligarchies qui ont le contrôle économique et politique de nos nations. Donc, à travers le sport et le foot, déjà, ça leur permet de faire diversion. Et mettre des blacks ou des beurs dans cette équipe, ça leur permet aussi de montrer que, nous faire croire surtout, que l'intégration a réussi alors qu'en réalité, non. Lorsque vous sortez des stades de foot, vous voyez vite, vous êtes vite confronté à la réalité des banlieues. C'est une jeunesse qui est complètement perdue. Hein. Et que les pouvoirs de l'État ne veulent même plus aider, parce que comme je l'ai dit, ils délèguent leur pouvoir à des associations qui, eux, viennent demander des nouveaux gymnases. Je ne vois pas où se trouve l'avenir de ces jeunes si vous venez leur donner des nouveaux gymnases hein, ou des tenues de sportifs. J'avoue ne pas comprendre. Comme le gouvernement ne veut pas nous dire clairement qu'il ne veut pas aider ces minorités, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, en réalité, l'immigration qui est arrivée en France devait rester que temporairement le temps de remonter une partie, faire remonter l'économie du pays et l'industrie surtout. À l'origine, cette immigration devait retourner par la suite. Mais le problème, c'est qu'il y a eu le regroupement familial, hein, ce qui n'a pas plu à tout le monde. Hein. Et malgré ce regroupement familial, hein, vous avez beaucoup d'enfants qui vont naître. Hein, et ces enfants, comme parmi ces élites, certains n'acceptaient pas l'arrivée massive de tous ces immigrés avec leur famille, et ben, ils ont continué à pratiquer cette politique. Par exemple, quand on nous parle des provocations policières, vous avez parmi ces provocations, ce ne sont pas tous les policiers bien entendu, mais vous avez des policiers qui adhèrent aux idées de l'extrême droite. Hein, et eux, ils font exprès de venir provoquer les jeunes dans les banlieues hein, pour les pousser à commettre des attaques, les commettre à devenir beaucoup plus violents. Et ensuite, les médias vont venir filmer tout ça pour dire, vous voyez, hein, ces jeunes ne peuvent pas s'intégrer. Parce que vous savez, quand vous venez contrôler quelqu'un 5 fois dans la journée et vous contrôlez la même, eh ben, cette personne, logiquement, tôt ou tard, elle va finir par péter les plombs, comme on dit. Hein. Et bon, si elle ne plonge pas dans la délinquance, ça va devenir de plus en plus haineuse. Et vous allez me dire pourquoi, lorsqu'il y a un match, beaucoup de ces jeunes qui sont discriminés crient de joie lorsqu'un but est marqué. Ben ça s'explique par le conditionnement médiatique. Puisque à travers le fait d'avoir mis des Black Bears dans cette équipe, eh ben, ça permet à ces jeunes de s'identifier au nationalisme du pays. C'est-à-dire, on essaie de les intégrer par l'intermédiaire d'un vecteur nationaliste. Vous comprenez? C'est encore plus grave. Parce que ces jeunes ne s'identifient même plus à la France parce que c'est un pays, c'est le pays des droits de l'homme et qui accueille les gens menacés dans leur pays. Hein. Eux, carrément, ils viennent applaudir l'équipe de France par simple nationalisme. Hein. Oui, c'est la France qui a gagné, c'est super, la France a gagné. Ensuite, quand ces jeunes retournent dans leur cité, ben, ils se retrouvent confrontés à leur quotidien, c'est-à-dire à une discrimination qui ne dit pas son nom, hein, des contrôles policiers qui continuent. Parce que eux, pendant que l'équipe de France joue avec tous ces Black Bears, hein, surtout ces Blacks, hein, parce qu'il y a beaucoup plus de Blacks que de Bears, hein, bah, les jeunes qui sont issus de l'immigration continuent de subir la discrimination raciale dans le pays, il hein, ne faut pas l'oublier. Hein. C'est pour cette raison qu'en réalité, à travers ces Blacks dans l'équipe de France, on nous cache beaucoup de choses. Voilà, on nous fait croire à l'illusion de l'intégration, hein, d'une intégration qui aura réussi. Encore été non. Et précisons que ce ne sont pas les immigrés et leurs enfants qui refusent l'intégration, c'est une certaine catégorie de la population française qui n'accepte pas cette présence. Et ils font tout pour rejeter cette population immigrée et leurs enfants. Aujourd'hui, avec les attentats de Daesh, hein, ils ont trouvé le prétexte pour dire que, vous voyez, hein, ils veulent islamiser la France, il faut les rejeter du pays, hein, on n'en a pas besoin. Et puis les médias ont tendance à amplifier ce vecteur insécuritaire. Hein. Pour quelle raison? Bah, je vous l'ai dit, hein, 90% de notre réseau médiatique est contrôlé par l'oligarchie. Bah, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, l'oligarchie, ce sont nos banques, nos groupes industriels, hein,
Vous savez, tous ces mouvements, ces groupuscules qui spéculent à la bourse avec votre argent, hein, et qui engrangent des milliards, hein, et ces milliards, vous n'allez pas les voir, hein, ces milliards passent au-dessus de votre tête et vont dans les paradis fiscaux ou dans des investissements à l'étranger. Et pendant que ces milliards passent au-dessus de vos têtes, on vient vous dire, surtout par l'intermédiaire de Macron ou de certains hommes politiques, que la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Elle ne peut pas accueillir toute la misère du monde en sachant qu'elle contrôlerait plus de 500 milliards d'argent de plusieurs pays africains. Parce que plusieurs pays africains sont obligés, à cause du franc CFA, de déposer plus de 500 milliards dans la banque française. Et je ne vous dis pas ce que la France fait avec cet argent, puisque ces banques africaines n'en ont même pas une vue sur cet argent. C'est pour vous dire hein, jusqu'où va l'hypocrisie hein, de ce pays. Hein, de notre pays, je dirais. Quelquefois, quand je vois cette hypocrisie, j'ai du mal à dire que c'est mon pays, mais bon. Bon, voilà, j'en ai fini avec cette vidéo, hein, et je vous dis à la prochaine pour une autre.